à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR avec un petit événement que l'on fêtera à la fin. Un anniversaire. Du fait du retard, on va passer assez vite sur certains sujets. Si vous voulez les approfondir, vous nous faites signe et puis on s'arrête dessus quelques minutes. On démarre avec la revue des vulnérabilités Microsoft. Donc, exceptionnel, 30 vulnérabilités sur Internet Explorer le mois dernier. Bon, avec les classiques, exécution de code, etc. On va passer. 15 vulnérabilités sur Edge, le nouveau navigateur de Microsoft. Donc c'est pas mal, parce que là c'est le plus gros bulletin depuis que Edge a été publié et utilisé. Donc 10 exécutions de code à distance. Et ce qui pouvait être intéressant, c'est qu'on se posait la question la dernière fois de savoir si Edge, qui est censé être un nouveau navigateur, a des vulnérabilités communes avec Internet Explorer. Parce que le pitch de Microsoft, c'est de dire que en gros tout le code a été revu, tout est neuf. Donc on a fait une petite comparaison et en gros depuis octobre, il y a, je crois, j'ai mis le compte, 11, bon, un peu moins d'une vingtaine de vulnérabilités communes entre Internet Explorer et Edge. Donc bon, je veux bien que le code soit complètement refondu, mais apparemment... non mais le code est refondu, c'est juste que le développeur, il n'a pas redéveloppé, il a recopié ce qu'il avait déjà développé. Les fichiers ont été renommés, les commentaires ont été changés... C'est juste un problème de couper-coller. Donc voilà, bon, ça reste un peu inquiétant pour la sécurité du navigateur. On s'est amusé aussi à regarder, comme on l'a fait l'année dernière, le nombre de vulnérabilités publiées sur l'année sur Internet Explorer et Edge. Donc Internet Explorer, c'est quand même 251 vulnérabilités. Alors j'ai regardé sur CVE Details, en fait il y en a 231. Nous on en a compté 251, donc si vous voulez, vous vérifierez vous-même. Mais bon, en gros, plus de 200 vulnérabilités et 27 sur Edge en 4 mois. Ensuite, bon, ces vulnérabilités ne sont pas vraiment très intéressantes, à part la vulnérabilité sur le serveur Microsoft, le serveur DNS de Microsoft, qui permet d'exécuter du code à distance en envoyant une requête DNS spécialement formatée, sachant qu'il n'y a pas de code d'exploitation public de cette vulnérabilité. Ouais, il faut préciser que souvent en environnement Active Directory, c'est le contrôleur de domaine qui fait office de serveur DNS, donc c'est tout de suite embêtant si on peut le compromettre. Ensuite, .NET, on va passer, Silverlight, on va passer, surtout que Microsoft l'a annoncé cette année que Silverlight allait être abandonné. Encore vulnérabilité au niveau des traitements des polices de caractère qui peuvent être exploités depuis un navigateur. Des vulnérabilités classiques comme chaque mois dans Microsoft Office. Donc plusieurs au niveau d'Excel qui permettent d'exécuter du code à l'ouverture d'un fichier Excel. Quelques-unes intéressantes aussi, donc les trois qui sont à la suite, dont une qui a été exploitée sur Internet, qui a été exploitée publiquement. Ça s'appelait Badwinmail, où en fait tout simplement en envoyant un mail, il était possible d'exécuter du code juste en recevant le mail dans Outlook. Et donc après de prendre la main sur le poste. Pour ceux qui font de l'informatique, je recommande les outils de Didier Stevens qui permettent d'extraire les flux OLE qui sont à l'origine de cette vulnérabilité pour étudier les documents reçus par mail. Load library, on va la passer. Gestionnaire de messages, on va passer. Bon, des vulnérabilités. Vulnérabilité sur Media Center, vous avez les codes d'exploitation ici. C'est assez rigolo parce qu'il y en a une qui est exploitable depuis un site internet. Donc vous visitez une page web, c'est la deuxième, et la page peut vous voler des fichiers. Donc télécharger fuite de données, fuite de fichiers locaux. Vulnérabilité noyau, on va passer. Je passe aussi, mais comme chaque mois, Windows XP Post Ready est toujours maintenu et mis à jour par Microsoft, au moins mis à jour. Au niveau des advisories, le second est intéressant, puisque au courant du mois de décembre, la clé privée, donc la clé secrète du certificat qui permet de signer les noms de domaine en étoile.xboxlive.com a fuité. J'ai trouvé aucune explication sur le moyen, sur comment la clé a pu fuiter, mais de ce fait, Microsoft avait révoqué donc, tous les certificats en étoile.xboxlive.com. Et la C, donc, que vous trouverez sur le lien ici. Et ça sert à quoi ce domaine? C'est pour les jeux sur la Xbox. Mise à jour de la Xbox. Je pense que tu dois avoir un compte. Sur la Xbox aussi? Peut-être aussi. Et comme la Xbox, c'est sur ça, Xbox ça 86, je sais pas. La PlayStation maintenant c'est x86, je crois que la Xbox aussi. Donc voilà, tu peux plus facilement créer ton propre code et l'injecter sur une Xbox. Ouais. Le premier qui est assez intéressant parce qu'une des voies d'exploitation sur un poste ou un serveur Windows pour faire une élévation de privilèges sans vraiment utiliser de vulnérabilité,
c'est d'utiliser les services qui ont un chemin qui n'est pas encadré par des doubles côtes et qui contient par exemple un espace. Et de ce fait, par exemple pour Program Files, de ce fait, Windows va d'abord regarder ces deux points programme.exe avant d'essayer d'exécuter le reste de la ligne du chemin. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de lister toutes ces vraiment des vulnérabilités, des mauvaises configurations, et donc d'essayer de les exploiter pour exécuter un programme en tant que service. Donc là, vous avez un petit script qui permet de tester ça et de vérifier, de détecter ce type de problématique. Et pour ceux qui utilisent Empire PowerShell, le framework de post-exploitation en PowerShell, il y a des modules, les modules PowerUp en PowerShell font notamment ce type de check également. Et sinon, donc ça a été annoncé très fortement, Internet Explorer 8, 9, 10, 11, c'est fini. Microsoft arrête le support. Alors c'est ce qui est dit en gros, mais finalement en détail c'est beaucoup plus compliqué que ça. Suivant l'OS et suivant la version du navigateur, ça continue à être supporté. Typiquement, Internet Explorer 7 est encore supporté sur les point of sale Microsoft et le 8 sur les Windows Post-Ready. Donc 8, 9, 10, 11 continue à être supporté, mais ça dépend des OS. Ensuite, toujours chez Microsoft, alors là on n'a plus dans les failles, mais un document qui a été publié qui est très intéressant sur la gestion des machines privilégiées, donc des machines d'admin. Ils ont sorti un guide qui est très détaillé, vraiment pas à pas, avec comment je l'isole du réseau, comment je fais ma configuration, comment je mets mes administrateurs dans le groupe restreint, etc. C'est intéressant. C'est une approche qui est en ligne avec ce que recommande l'ANSI, donc je pense que c'est intéressant de jeter un coup d'œil. Sauf que là, c'est plus orienté opérationnel, donc c'est vraiment pas mal. Le second, je l'ai cité, je vais passer rapidement, mais c'est juste parce que c'est un Français qui a fait l'étude, qui étudiait une des nouvelles contre-mesures, enfin protection de sécurité du navigateur Edge de Microsoft, qui impose de signer les DLL avant de pouvoir les injecter dans le navigateur, et donc ça permet d'éviter d'injecter n'importe quel DLL dans le navigateur. En gros, pour contourner ça, il faut signer sa DLL. Ça aussi, on va le passer rapidement, mais PowerUp justement utilise aussi cette technique pour faire de l'élévation de privilèges et exécuter du code. C'est les fameux DLL hacking qui permet en gros, quand un programme est exécuté, parfois il va chercher des DLL et dans l'ordre, Microsoft va d'abord chercher la DLL dans le répertoire courant et ensuite dans Système 32 et ensuite il y a toute une liste de répertoires comme ça. Et donc il est possible de positionner une DLL à un bon endroit pour la faire charger par le programme. Et donc vous avez des tas, enfin c'est sans fin, vous avez des tas et des tas de vulnérabilités de ce type. Là vous avez une petite liste de programmes qui sont vulnérables à ce type de vulnérabilité. Ça s'appelle aussi DLL preloading. Ouais, dans l'idée, ce que tu notes, c'est qu'en fait, sur un navigateur Edge ou Chrome, on peut en JavaScript forcer l'utilisateur à télécharger une DLL. Voilà, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin d'interaction utilisateur. Mais par exemple, dès qu'il bouge la souris ou dès que la page se charge, on lui fait télécharger une DLL, elle se retrouve dans son dossier téléchargement. Et ensuite, il suffit qu'il utilise l'un des installeurs, alors là il y en a quelques-uns qui sont cités, qui n'ont pas précisé un chemin complet, et donc ça va le chercher en local. Ben, si précédemment j'ai fait télécharger ma DLL, quand l'utilisateur va installer son logiciel, ça va la charger, il va se faire compromettre. Sans alerte, sans rien, c'est assez trivial. Je vais passer la suite aussi. Bon, Windows 10 essaie de passer en force la mise à jour. Ça on en a beaucoup parlé, c'est Grub 2, donc le serveur de boot, qui peut être contourné en appuyant 28 fois sur la touche Backspace. Et on obtient un espèce de mode rescue qui permet donc de rebooter et d'être en route sur le système. Mais bon, qui utilise le mot de passe Grub au début? Ouais, puis ça protège de rien. Enfin, s'il y a du juste par chiffrement. curiosité, qui est-ce qui utilise le mot de passe sur Grub? Okay. Ah, Qui l'utilise sans chiffrement intégral. Parce que du coup, c'est du chiffrement intégral. Il l'a déjà utilisé, là tu auras plus de réponses. La vulnérabilité sur Joomla est assez intéressante parce qu'elle permet en fait d'exécuter du code à partir de l'user agent, parce que l'user agent qui est une simple string est retraité après par Joomla, mis en base de données un peu sous forme d'objet et est désérialisé à un moment. Donc il est possible d'ajouter du code et faire exécuter du code par Joomla. Donc sans authentification, exécution à distance, donc warmable. Wireshark, c'est assez rigolo, il y a plusieurs dizaines de vulnérabilités trouvées par les chercheurs de Google Zero. Ça, les antivirus en 2016, j'ai l'impression de faire ça quasiment chaque mois. Oui. McAfee, on peut contourner la liste blanche des exécutables autorisés à être exécutés par McAfee.
vous avez l'article et le moyen. MacKeeper, j'avais jamais entendu parler de cet antivirus sur Mac. C'est une application qui, en fait, c'est surtout des pop-up de pub qui te proposent de télécharger l'application. C'est un peu genre vous avez un virus. C'est malware en fait. Ouais, c'est pas un vrai antivirus. Enfin, bon, en gros, ils se sont fait voler leur base de données qui était accessible directement depuis Internet avec les mots de passe en MD5. Enfin, voilà. AVG ajoute des extensions à Chrome qui sont bourrées de vulnérabilités, donc exploitables. Trend Micro, on l'a rajouté tout à l'heure, alors ouais. ça c'est particulièrement moche. Trend Micro installe une application supplémentaire qui est un espèce de gestionnaire de mots de passe qui est codé en JavaScript et qui repose sur Node.js, qui est un framework de développement JavaScript. Sauf qu'en fait, il ouvre un port en écoute qui est 49 155 qui lui permet d'envoyer des commandes et qui permet aussi d'arriver à l'exécution d'un shell execute et donc d'exécuter un programme. Donc là, vous avez par exemple un code d'exploitation qui permet, depuis une page, vous visitez une page n'importe web, quelle page web qui contient ce code JavaScript, permet d'exécuter du code sur le poste. Donc là, en fait, dans l'exemple, c'est juste l'exécution d'une calculatrice, mais on peut très bien mettre du PowerShell avec un launcher ou carrément un agent encodé au base64 qui permet de prendre la main sur. Sauf erreur de ma part, ça passe par une extension Chrome là aussi, et du coup 9 millions de personnes l'utilisent activement, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et je vous invite vraiment à regarder le lien, c'est affligeant sur les API qui sont exposées. Il y en a également une qui permet de récupérer les mots de passe qui sont stockés dans le navigateur, au cas où. Ah oui, c'est une API, c'est une fonctionnalité. Oui, c'est une fonctionnalité, oui, bien sûr. Est-ce qu'on sait si le stagiaire a été embauché? J'ai pas eu le temps de regarder, mais est-ce que c'est que sur la version pour particulier ou c'est aussi sur la version Ouais, apparemment c'est pas la version pro. On n'a pas fait de test encore, mais l'application qui est mentionnée, moi je l'ai pas vue sur la version pro que j'ai sur mon PC pro, donc je pense que c'est plutôt sur les versions grand public. Comme l'intégralité des vulnérabilités qui sont testées par Tavis Ormandy, parce qu'en fait c'est toujours le même qu'on présente chaque mois, qui est du Google Project Zero, et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois il achète une version où il télécharge la version d'essai, et du coup les versions entreprises sont un peu modifiées, même pour Avast ou autre, c'est jamais exactement les mêmes. Il s'est fait tous les antivirus du marché quasiment. Oui. Ou est en train de faire ce qui reste. Sauf Ah. Alors, solution de sécurité, FireEye, nous en avions parlé la dernière fois. Est-ce que je dois représenter rapidement FireEye, qui est une société américaine qui vend des solutions de sécurité qui permettent de virtualiser du contenu, que ce soit la navigation vers une page web ou une pièce jointe envoyée dans un mail. Donc ça exécute ça dans une machine virtuelle et ça regarde en gros ce qui se passe, ça vous fait un petit rapport et ça vous dit c'est malveillant ou pas. Sauf qu'avant tout ça, il y a plein de choses qui sont faites. Il y a des vérifications dans des blacklists d'adresses IP, des condensats MD5 qui étaient contournables avant, maintenant c'est du SHA-1, des fichiers, passage sur des règles SNORT, des obfuscations de fichiers, ça dépackage certains types de fichiers, etc. Ça vérifie, il y a des signatures antivirales et du Yara. Pour désobfusquer, quand c'est du Java, ça utilise une librairie Java qui exécute certaines parties du fichier Java testé, et donc il est possible d'exécuter du code. Et surtout, c'est pas sandboxé correctement, puisque ça du permet de prendre le contrôle de l'appliance. Le principe de l'appliance, c'est de sandboxer dans une machine virtuelle l'exécution d'infos Windows avec un document Word, etc. Mais par contre, tous les tests qui sont faits avant sont réalisés sur un OS qui n'est pas du tout sandboxé, qui est vraiment l'OS qui contrôle le tout. Donc quand vous exécutez du code là-dessus, vous prenez la main de toute... Ce qui permet par la suite de rajouter du code malveillant dans toutes les pièces jointes qui circulent. Aussi, par exemple. Donc c'est encore des travaux d'un chercheur de Google Zero. Et voilà. Après, si aussi sur F5, si vous avez des WAF F5, il est possible de contourner toutes les règles de filtrage en jouant sur la version du protocole. Donc, quand vous faites une requête get ou post, vous mettez l'URL, le chemin, et ensuite vous mettez http / la version du protocole 1.0, 1.1, 2 maintenant. 2.0 maintenant. Sauf que si vous mettez 0.1, qu'est-ce qui se passe? Ou vous mettez n'importe quelle version, apparemment sur les WAF F5, on peut contourner toutes les règles de filtrage. C'est simple. C'est pratique. Ensuite, alors ça aussi on va passer un petit peu de temps. Ça, les solutions de sécurité prennent très très cher ce mois-ci. Donc Juniper, qui est un éditeur de firewall, qui a acheté dans les années 2000 NetScreen. Enfin non, Juniper faisait du routeur, pardon, et a acheté NetScreen, constructeur de firewall dans les années 2000, je crois. Et ont été révélés récemment 2 backdoors par Juniper, qui apparemment a fait un audit de son code. La première étant un mot de passe universel. On peut dire ça.
La version publique, c'est ils ont audité leur code, regardé leur code et ont trouvé des portions de code, je ne sais plus quelle était, non autorisées, voilà, c'est ça le terme. Donc la première qui autorise un mot de passe universel. Mais ça date d'avant le rachat ou d'après? Ça date de 2012 apparemment. Ça le date code. bien après le rachat. Oui, c'est récent. Donc ça n'a aucun rapport avec le fait. Ça n'a pas de rapport avec NetScreen, non. C'est pas un ancien employé de NetScreen non plus. Enfin, quoique. Donc le premier c'est un mot de passe universel que vous avez ici, qui ressemble fortement à Sun Tzu, enfin écrit en truc bizarre, qui est suffisamment bien écrit pour qu'on puisse le confondre avec une chaîne qui permet d'imprimer quelque chose sur un shell. Et une autre backdoor dans le générateur de nombres pseudo-aléatoires. Ce qui est rigolo, c'est que le générateur était déjà backdooré par la NSA, mais là c'est une backdoor de backdoor. C'est assez rigolo. En fait, ça affaiblit le générateur qui était déjà affaibli. Alors, c'est un petit peu gênant, parce que ça vous permet de prendre la main sur un firewall Juniper comme ça, avec le mot de passe, sans utilisateur. Et surtout, est-ce qu'il y a beaucoup de firewall NetScreen sur Internet? Oui, sur Shodan, on en trouve 26 000, avec un SSH accessible, oui, je précise. Mais sachant que ça ne prend pas en compte tous les firewall NetScreen, et là je regarde certaines personnes qui sont connectées à des réseaux type Swift, type Cornet, c'est-à-dire qui interconnectent d'autres entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est le domaine. Enfin, Swift sont des banques. Et en face de Swift, on a des banques américaines. Donc potentiellement, une interface SSH sur un firewall Juniper exposé sur Swift, ça peut donner la main à d'autres gens. Ce que Juniper ne nous dit pas, c'est si au-delà du NetScreen, par exemple, les VPN ont été touchés au hasard. Apparemment, il n'y aurait que la version de ScreenOS. Non, parce que pour les passerelles Juniper, c'est un autre OS. Non, c'est pas JuneOS, c'est pas le ScreenOS qui est utilisé sur les firewalls. T'as deux OS et c'est celui-ci. Après, si le code a été ajouté en 2012, on peut légitimement se poser des questions. Après, par rapport à ça, il y a Weaver et Green qui étaient sur Twitter. Et eux, ce qu'ils supposent avec The Grok, c'est qu'il y a trois agences différentes, ou groupes, qui auraient backdooré séparément pour attaquer le système. Voilà, ce ne serait pas toutes les mêmes agences, qu'il y en a une qui est vraiment gros sabot et pas très discrète, alors que les autres sont pas mieux. La deuxième, ça peut pas être les Américains, ils avaient déjà une backdoor. De fait, puisque Et nous, les on a agences une américaines. expérience que je raconte toujours, c'est toujours la même, j'en ai tout seul. C'était dans les logiciels de l'israélien, dont j'ai oublié le nom là. Non, pas du tout, pas du tout. Celui qui faisait les boîtes vocales des opérateurs de téléphonie mobile. Bon, c'est pas grave, je retrouverai ça. Et en fait, effectivement, ce qui est rigolo, c'est qu'on trouve plusieurs portes dérobées, mises à des moments complètement différents dans le développement du logiciel, clairement pour des objectifs différents, et donc on sent bien qu'il y a plusieurs services de renseignement divers et variés qui ont chacun mis leur porte dérobée. Bon, à l'époque, c'était pouvoir écouter les boîtes vocales de tous les téléphones portables de la planète. Donc, est connue cette boîte-là. Mais non, ça a été, c'est la société qui a racheté une boîte française de voix sur IP, là. Free Comverse. C'est une société qui a été marquée aux États-Unis comme espionnant l'Amérique, etc. Converse, enfin un nom comme ça. Enfin, la grande question, là, c'est encore une fois l'attribution, donc il faut prendre les dés de l'attribution et les jeux des bien forts. Peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que la NSA avait, donc avec les slides qui ont fuité grâce à Snowden, avait un programme qui s'appelait Fix-Through qui justement indiquait avoir des backdoors pour les firewalls Juniper en particulier. Mais après, ça prouve rien. Il y a aussi un truc assez rigolo, c'est que parmi les documents qui ont été publiés récemment, il y a des documents de la NSA pour le GCHQ, qui est donc les services secrets anglais, documents qui faisaient un peu comme des mini-Gartner, donc des études sur Juniper, avec en gros le marché, la croissance estimée de Juniper, et qui précisait donc, les capacités d'exploitation de la NSA sur Juniper, et on y voit en fait toutes les versions de ScreenOS, enfin tous les équipements, pardon, tous les types de firewall qui sont aujourd'hui vulnérables. Mais bon, ça ne veut rien dire, ils ont peut-être d'autres choses. Par rapport à ce que disait Snowden, il faut pas deux raisons, une raison de process, dans le sens où c'est le FBI qui mène l'enquête, et il a dit que par rapport à ses connaissances internes, ça serait passé différemment par des process différents, ça avait été à l'origine NSA. Une chose est dit qu'en général, ils ont tendance à utiliser des backdoors beaucoup plus fines,
soit au niveau de standard, et je trouve que c'est un peu trop gros sabot par rapport à ce qu'il a pu voir lui en interne. Après, c'est ce qu'il dit. Je reviens juste en Est-ce arrière. que c'est plausible que ce... Ah oui, en fait, c'est de façon une porte dérobée qui date d'après son départ, parce que comment ça se fait qu'il s'est mis au courant ce domaine? Ça, c'est pour de boîte mise avant son départ. Enfin, c'est une pour de boîte qui date de 2012. Et lui, il est parti, Donc c'est avant son départ. J'ai pas vu. Ouais. Donc si c'était la NSA, il Il y a un truc sur full Pas disclosure. forcément, et les documents qu'il a extraits sont plutôt antérieurs. Alors, ceux qui ont été Ah oui. publiés. En tout cas, ceux qui ont été publiés sont plutôt c'est antérieurs. antérieur. Mais ça peut être plusieurs agences américaines, ça peut être les Anglais qui soient passés dessus, ça peut être n'importe quel pays, ça peut être les Français qui soient passés sur... Parce que là, on disait qu'il fallait faire un certain niveau, parce qu'il fallait repérer qu'il y ait une backdoor dessus qui était exploitable. Ils ont backdoor la backdoor en modifiant les paramètres de la courbe elliptique. Non, parce que le choix du double C était publié dès 2006, il y a des publications qui suspectaient une backdoor. Mais après, pour être capable de repérer, parce qu'en fait, quelle est la backdoor, Ouais, il nous, on n'aurait pas mis Sun Tzu, on aurait mis Voltaire, Un écotique. dans Écotique, l'autre tout à générateur fait. aléatoire, parce que le VLC est utilisé pour donner un input d'un autre générateur, il faut quand même réussir à faire fuiter les données. Donc il y avait déjà, c'est pas juste le VLC, c'est le VLC plus des backdoors pour faire fuiter l'état interne. Dernier point Fortigate. sur FortiGate OS. Il y a également sur Full Disclose, je crois que c'était il y a très peu de temps un exploit qui a été publié. Donc j'ai pas eu le temps de le tester, j'ai pas de matériel sous la main. Je sais pas si quelqu'un l'a vu et l'a testé. J'ai vu des gens qui disaient que ça avait l'air de marcher. Donc Les firewalls de Fortinet. Ouais, Fortigate. c'est ça. Donc et pour le fun, juste, donc si vous voulez vraiment vous protéger, il vous faut un firewall chinois pour vous protéger des backdoors américaines, un firewall américain pour vous protéger des backdoors chinoises, un firewall Cisco là, contre les backdoors israéliennes et un firewall israélien Oui. contre les backdoors Là, russes. t'as aucun produit qualifié par l'ANSI. On prend pas trop. Ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir que déjà sur FRAC en 2009, on parlait déjà de techniques pour backdoorer les firewalls Juniper, enfin ScreenOS. Ouais. Là- Mais non, tu sais que les tout premiers accès Internet de tout un tas de gens en France, donc au début, enfin 92, 93, c'est déjà cette technique qu'on avait utilisée. Je veux dire, il y avait Network System et Cisco, bon ben, voire Webfleet, et puis on mettait les trois l'un derrière l'autre. En Mais se il y a- disant, bon, une backdoor de l'un ne va pas permettre de passer la backdoor Oui, mais de ce l'autre. qui est rigolo, c'est que moi j'ai une pensée pour pas mal de RSSI de contexte justement qui voulaient déployer, enfin qui déployaient deux firewalls de deux constructeurs différents avec raison et qui ont été critiqués pendant des années justement. On leur disait mais non, ce sont des surcoûts supplémentaires, ça sert à rien. Finalement, on se Bah, rend c'est- compte c'est que un point de- pour c'est- certains contextes très spécifiques et très critiques, c'est un spot, hein. ça peut être pertinent. Faut être très bon sur le reste pour en arriver là. Enfin, si c'est pour tes postes de travail, aille sur Internet. Du coup, là, moi, on peut passer à un spécial. Si, il a fallu la vulnérabilité sur Blackphone, mais ce qui est en cause, c'est un service NVIDIA qui aurait été oublié, qui est coûté sur un port par défaut et que l'on peut exploiter. Alors tout à l'heure, on parlait des vulnérabilités sur Internet Explorer et Edge, mais apparemment, donc sur CVE Details, c'est Apple qui aurait eu le trophée avec 375 vulnérabilités sur iOS. C'est quand même pas mal. C'est des CVE. Donc en fait, ça, Ouais. ça dépend si les gens jouent le jeu du CVE et on signe bien une vulnérabilité égale une CVE, parce que sinon ça peut être un peu triché. Il y a des Ça peut constructeurs qui ont tendance à mettre 10 vulnérabilités sous une même CVE. Ça peut être plus. macOS X donc 384 et Flash finalement que 314. Ou une vulnérabilité dans le client Jabber de Cisco qui fait qu'on peut intercepter les communications. Attends, on revient juste sur Flash, pardon. Flash appartient pas encore à Apple. De mémoire, hein, il y a le carnet civique là, pour les enfants qui vient d'être mis, qui va être mis en place par la République française, qui sera disponible en Flash. Technologie d'avenir. Alors ça c'était assez intéressant, c'est quelqu'un, un doctorant de Recom je crois, qui a fait une étude du niveau de sécurité des outils de monitoring, Cacti, Observium, Ganglia, qui sont apparemment ceux qui sont un peu utilisés, qui sont un peu hype en ce moment. Analyse statique de code PHP, analyse dynamique pour confirmer les résultats, des XSS à gogo et de l'exécution de code dans les trois. Sachant que c'est utilisé un peu partout sur tous les systèmes. C'est des outils qu'on donne aux administrateurs réseau qui ont déjà la main sur le réseau. Donc on leur donne la possibilité d'usurper leurs propres privilèges. Bah, je sais pas, ça dépend comment est fait le filtrage réseau, quoi. Parce que potentiellement, les outils de monitoring ne sont pas forcément sur un réseau dédié. Et parfois, les interfaces sont accessibles à l'ensemble du réseau. C'est pour ça que c'est gênant. Mais sinon, je suis d'accord que c'est pas tout le monde qui a accès. Hop, on passe au piratage malware.
Ah si, celle-là elle est rigolote sur cambrioler une maison 2.0. Enfin, c'est même ridicule. Comcast propose des produits, je crois que ce sont des caméras IP dans des systèmes de détection d'intrusion physique pour les maisons, sauf que ça utilise un protocole radio, donc on peut le brouiller, enfin pour de la sécurité. Ça, c'est du Zigbee du coup, c'est ça? Et en plus, c'est du Zigbee qui n'est pas vraiment connu pour sa robustesse, plutôt pour sa facilité d'utilisation. Donc il suffit de brouiller le signal ou de faire des authentifications des équipements connectés en Zigbee, puis on peut rentrer dans la maison. Enfin, bon, En tout cas, l'alarme ne sonnera pas. Quoi. L'alarme ne sonnera pas. C'est plus gadget qu'autre chose. Raspberry Pi, donc ça c'est un mail en fait où les constructeurs de Raspberry se sont vus proposer de l'argent pour mettre une backdoor dans les Raspberry Pi, donc les petits ordinateurs pas chers. Une backdoor, on ne sait pas, c'est des gens qui proposent simplement de l'argent pour installer un logiciel. Tout de suite une backdoor, non. D'habitude c'est moi qui suis naïf. Ransom 32, un rançongiciel en JavaScript. Alors, je crois que j'ai vu passer tout à fait en JavaScript. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai vu un mail passer sur Sur, je crois, sur la mailing list. En fait, c'est développé en JavaScript et ensuite il y a un framework qui permet de compiler ça en exécutable standard system. Hein. Donc, c'est pas du JavaScript sur une page web qui va chiffrer vos fichiers. Donc, tout va bien, quoi. Oui, c'est un binaire standard. C'est encore basé sur du Node.js d'ailleurs. Oui. Et Black Energy, Christophe en a parlé tout à l'heure. Donc coupure de courant de 700 000 maisons en Ukraine. Effectivement, apparemment, l'origine, ce serait un groupe criminel russe, peut-être lié à l'État. Rappelons qu'il n'y a aucune preuve que ce malware ait directement causé la coupure de courant. Exactement. L'inode aussi a subi un DDoS assez important il y a quelques jours. Et la particularité de ce DDoS, c'est qu'il aurait été utilisé pour masquer une exfiltration de données. Ce qui est assez rare pour le signaler, justement, parce que d'habitude le DDoS sert juste à rendre le service inaccessible. Là, c'était principalement pour masquer une exfiltration de données. Puis la BBC, on en a beaucoup parlé, parce que je pense que ça a fait la une des journaux grand public, a reçu un DDoS assez important, revendiqué par Daesh. C'est Daesh qui a été dédosé par la BBC? Non, c'est les opposants. Ce sont les opposants à Daesh qui ont dédossé la BBC. Ah oui, effectivement. Non, pas de souci. Donc la BBC on corrigera. La blague du 1er avril. Ouais, c'est ça. Ouais. Apparemment, principalement en utilisant des ressources sur AWS. C'est le 31 décembre. Ouais. C'est ça. Le truc, c'est qu'ils essaient un nouvel outil qu'ils voudraient utiliser pour Daesh. C'était ça leur communiqué. Ah, ils testaient sur la BBC d'abord? Ils testaient sur cette BBC. Ok. Très bien, pourquoi pas. Du coup, ensuite, argument de TomTom Runner, c'est pas très intéressant, c'est plus sur la méthode. Je crois qu'on avait parlé de la première partie, donc là, l'analyse est finie, c'est assez intéressant. Ça, c'est assez intéressant aussi. Alors, je sais plus qui a fait ça, mais en gros, qui a référencé toutes les attaques de ces dernières années, attaques informatiques, et a essayé d'associer les groupes criminels ou étatiques. Donc, vous avez un tableur Excel dans Google Doc avec toutes les attaques et le groupe et l'État associé. C'est plutôt intéressant à voir. Ensuite, sur les sites piratés, une compagnie aérienne qui s'est fait voler des données bancaires. Et ensuite, sur le principe, la méthode pour gagner de l'argent, les pirates annulaient via l'accès qu'ils avaient récupéré sur l'interface back-end pour les partenaires de l'agence, de la compagnie aérienne, notamment pour les agences de voyage. Ils annulaient les vols et ensuite ils proposaient aux gens de les rebooker à un tarif supplémentaire et ils se faisaient une petite marge. C'est assez sympa. Les vols du code source de Yandex, donc un employé a volé le code source de Yandex, qui est le moteur de recherche russe, Google russe, et il a essayé de le vendre que 25 000 $, c'est surprenant, et il s'est fait appréhender. Et donc je pense qu'il va finir sa vie dans un goulag très très loin. Je pense qu'on rigole pas dans ce pays-là. Alors l'image là, vous voyez, on a trouvé ça sur Twitter. Je ne sais pas si c'est véridique ou pas. Ça date, celle du haut en tout cas. Non, celle du haut, c'est une blague qui date du générateur de nombres pseudo-aléatoires de Debian. Donc c'est un code source apparemment pour Android, enfin pour un téléphone Samsung sous Android, et qui au lieu de générer un nombre pseudo-aléatoire retourne une valeur fixe. On n'est jamais chiant avec les. Elle a été tirée aléatoirement. Tout à fait. Moi, de ce que j'ai vu là-dessus, la personne a analysé un
J'ai trouvé ça nulle part. J'ai recherché. Ah oui, donc en fait ce serait différent pour chaque périphérique. Ou pas. On Ça, sait pas. C'est une forme de hasard. Bon, et sinon en crypto, Cyphershade, qui s'appelait avant TrueCrypt Next, qui est censé reprendre TrueCrypt, est sorti en version RC1, et donc en version 0.7.4, et donc maintenant peut-être utilisé. À mon avis, quelques bugs. Ensuite, sur la partie pentest, sortie de Kali Net Hunter 3, donc c'est la version de Kali Linux pour tout ce qui est device mobile, notamment les téléphones et les tablettes. Ensuite, nouvelle version de Mimikatz, alors, nouveauté intéressante. Avant, quand on forgeait des tickets, on pouvait les repérer parce que le nom du domaine était mauvais. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une blague insérée par Monsieur Delpy. Donc là, maintenant, c'est le bon, donc il n'y a plus moyen de détecter facilement que le ticket est forgé ou pas. Donc c'est un peu plus dur pour les équipes SOC. Également un nouveau fonctionnement sous Windows 10, on peut modifier une clé de registre qui permet de récupérer à nouveau certains mots de passe en clair. Donc ça c'est intéressant aussi. Et puis voilà pour cette page, le reste je vous laisserai lire. Ouais, DS Internal c'est pas mal. C'est un module AD en PowerShell qui permet de faire un certain nombre de choses, notamment si vous volez une base ntds.dit, donc la base qui contient tous les comptes et les secrets d'un domaine Active Directory, ça permet d'extraire les hashes assez facilement, donc c'est plutôt bien. De même récupérer les mots de passe de certains comptes spécifiques, ça c'est intéressant. Et le dernier me paraît intéressant aussi, alors j'ai pas compris comment ça fonctionnait, j'ai juste trouvé le lien, il semblerait que ça fonctionne. C'est quelque chose qui s'appelle Not PowerShell, donc si vous voulez exécuter du PowerShell sur une machine Windows qui n'a pas PowerShell d'installer, vous mettez nps.exe et de code PowerShell et ça marche. J'ai pas compris comment ça marchait, sans installation, c'est juste un exécutable. Si quelqu'un a la réponse. Et le dernier point, si vous êtes en pentest, vous avez la possibilité d'exécuter du PowerShell. C'est une méthode pour pouvoir voir ce qui se passe à l'écran sans injecter une payload de type VNC. Et vous avez vraiment un stream vidéo de ce qu'il y a à l'écran. Donc c'est mieux qu'un RDP parce qu'on voit ce que fait la personne. Voilà. Sur la partie SI industrielle, l'intervention de l'équipe SCADA Strangelove au dernier CCC, très intéressante sur le niveau de sécurité à la fois des trains mais aussi de l'ensemble du SI associé, donc tout ce qui est signalisation, etc. J'ai pas regardé la vidéo, j'ai vu que les slides, donc j'ai pas tout compris. Je suis pas sûr que je comprendrai tout en regardant la vidéo. En tout cas, c'est intéressant et ça fait évidemment peur, comme vous pouvez vous en douter. Et ils en ont profité pour publier une nouvelle liste de mots de passe par défaut. Là, je suis un peu vénère parce que j'avais essayé de faire la même chose il y a quelques mois et ça n'avait pas trop eu de succès. Donc, ils ont publié leur liste de mots de passe par défaut. Elle est assez complète, donc je vais rajouter les miens dedans. Ça peut servir avant de partir en pentest de l'avoir sous la main. Il fallait présenter au CCC. Oui, mais j'avais rien à dire sur les trains. Enfin, je pouvais rien dire sur les trains. Et dernier point, vulnérabilité sur les automates Schneider M340. C'est un modèle assez standard. Buffer overflow sur le port 80. Donc ça a été patché. On peut installer une nouvelle version. Comme on le sait, ça reste compliqué puisqu'il faut attendre un arrêt de maintenance, c'est-à-dire de la plupart du temps une fois par an. Et par ailleurs, je tiens à préciser qu'on peut quand même toujours, sans authentification, modifier le code de l'automate, même après application du patch. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément primordial comme action. Peut-être le dernier, non ? Ou l'avant-dernier, puisqu'on avait cité le précédent paper de Joanna Rutkowska. Là, celui-ci, c'est sur. Elle milite pour un ordinateur portable stateless, c'est-à-dire où l'ensemble des données, y compris les firmware des différents composants matériels, seraient stockés sur un périphérique fiable et externe pour éviter qu'on puisse insérer du code malveillant si on a un accès physique à la machine, par exemple, ou pour éviter la persistance de tout malware. Donc là, c'est quelques idées jetées sur papier sur comment est-ce qu'on pourrait construire un ordinateur sur lequel il n'y aurait aucun stockage interne. Bon, le dernier, c'est juste un outil qui permet d'exploiter ce que nous avions présenté, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois, sur les mises à jour Windows qui peuvent être faites dans certains cas en HTTP. Donc on peut s'insérer dedans et injecter de fausses mises à jour. Même si elles sont signées, on peut y ajouter quand même certains scripts, parce que parfois certaines mises à jour sont accompagnées de scripts qui eux ne sont pas signés, donc là on peut exécuter du code. Donc, si on a un WSUS, il faut activer HTTPS. Tout à fait. Ou une nouvelle version des exigences PASI, Christophe l'a mentionné tout à l'heure, c'est la version 2.1. Donc je crois que les principales différences, je n'ai pas encore tout lu dans le détail, uniquement des intervenants PASI sur l'émission, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait une petite porte qui était laissée ouverte pour la montée en compétence des auditeurs, c'est plus le cas. L'introduction des PASI LPM, donc il y a de nouvelles exigences, elles sont classifiées au niveau de diffusion restreinte, donc si vous les voulez, il faut les demander à l'ANSSI. Et il y a une nouvelle portée pour les auditeurs qui est la portée SI industrielle.
Et puis le CIR publie son guide passif. Et le Et CIR le CIR publie son guide effectivement son passif guide passif. Tout à fait. Nous le rajouterons. avec l'URL. Ah ouais, parce que c'est quand même la nouvelle du jour. Non, mais c'est un guide très, très clair et très explicatif, donc qui sera utile à tous. Le dernier sur l'UFC Que Choisir, qui donc on avait présenté encore une fois le mois dernier ou le mois précédent, l'attaque contre VTech, donc le constructeur de jouets pour enfants avec fuite de mots de passe, photos d'enfants, etc. Et donc de ce fait, l'UFC Que Choisir poursuit et porte plainte VTech. VTech a fait mieux au CES, ils ont présenté leur nouvelle gamme de produits, c'est la sécurisation de la maison de zéro. En Zigbee, sans doute. L'avant-dernier peut-être éventuellement intéressant, ouais, c'est ça. C'est les Pays-Bas donc, qui investissent 500 000 € dans OpenSSL, justement pour éviter qu'il y ait des backdoors dedans. Et voilà. Les conférences passées, donc la CCC en Allemagne, à venir la FIC à Lille, la Corinne, et la JSSI en mars. Il peut en manquer. Parle peut-être de Corinne, les gens savent. Corinne, c'est une conférence un peu particulière, orientée essentiellement sur la réponse à un incident. Et C'est 10 €. c'est 10 €. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés au Est-ce qu'il y CCC a des gens qui sont allés au CCC oui. et qui veulent faire un compte rendu? Un soir, un afterwork de l'OCIR par exemple. Est-ce qu'il y a des En gens tout cas, il ne fallait pas s'inscrire au dernier moment, il n'y avait plus de place. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent au FIC et faire un compte rendu? Et je rajoute aussi, en ce moment, il y a S4, c'est une conférence sur les systèmes, la sécurité des systèmes industriels à Miami, qui est une des références mondiales. Donc si vous avez un peu de temps, je crois que les vidéos sont pas en live, mais les slides sont publiés en général, donc c'est assez intéressant. Alors, il y a quelques mois, nous avions présenté aussi VNC Roulette 1, donc là c'est VNC Roulette 2, un site qui référence en fait plein d'accès VNC, donc console déportée, qui sont ouverts, sans mot de passe pour la plupart. Donc là vous avez deux captures d'écran que j'ai faites qui permettent donc d'accéder directement à un ordinateur sans login, sans mot de passe, et donc de récupérer la session de l'utilisateur. C'est génial. Et donc vous cliquez sur Next, Next, et comme chat roulette, vous avez tout plein d'ordinateurs accessibles comme ça sur Internet. Le deuxième, c'est assez rigolo, en fait, c'est une personne qui a publié un... Alors, oui, pardon. Il y a juste un avertissement à faire là-haut. Moi, je vous invite quand même à ne pas cliquer puisque c'est connexion et maintien dans un système informatique et donc c'est passible de prison. Ah non, non, parce qu'en fait, tu te connectes sur le site de la personne qui te présente des captures d'écran. Juste des captures Toi, d'écran. tu ne te connectes pas sur les... Parce que sinon, c'est maintien dans le système d'information. T'es de la police Mais il n'était même pas là aujourd'hui. Ouais, justement. Aurélien et Eric sont pas là, donc c'est bon. Oui, donc le second article, plutôt code, c'est un script qui a été réalisé pour déconnecter les caméras Wi-Fi présentes dans les appartements, parce qu'apparemment, des appartements Airbnb loués, les propriétaires laissent leurs caméras activées et enregistrent ce qui se passe dans l'appartement, dans la salle de bain, etc. Enfin, dans la salle de bain, peut-être pas. Hein. Moi, je suis plus adepte de couper les câbles ou débrancher, mais si vous voulez le faire plus proprement, Mais si c'est Wi-Fi, vous avez un script. Bah, t'arraches. C'est alimenté électriquement. Non, mais vous coupez le câble électrique. Donc, vous avez un script qui permet de faire la désauthentification automatique de tous les éléments connectés sur le réseau. Le dernier, qui est donc le système d'exploitation qui a fuité il y a quelques années en plusieurs versions, qui est le système apparemment utilisé par la Corée du Nord. Il a été audité, apparemment il n'y a pas vraiment de backdoor, mais par contre il y a du watermarking, ce sont des traces laissées par ceux qui possèdent l'OS à chaque modification de fichier et qui sont ajoutées à la fin des fichiers. Donc quand vous créez un document Word, à la fin se rajoutera l'identifiant unique qui correspond à votre OS ou à votre ordinateur. Numéro de disque. Numéro de disque, oui, t'as raison, c'est ça. C'est le numéro du disque dur qui permet de vous retrouver après si vous avez critiqué le dictateur. Ça c'est rigolo, c'est un russe qui a acheté 29 billets, qui les a découpés et qui en a reconstitué 30. comment? Il y a passé combien de temps? Ils sont en rouge. Oui, c'est vrai, combien ça fait 100 roubles? Bah, tu connais la blague, quelle est la différence entre un rouble et un dollar? Un dollar. Sinon, ah oui, c'est un article que j'ai lu juste hier. Internet, comme vous le savez, est massivement géoréparti, mais en fait c'est en Virginie.
Apparemment 70% du trafic internet mondial passe par la Virginie, principalement dû au fait que les data centers d'AWS y sont. 100 roubles 1 euro. 1 euro. 1,20 €. Donc voilà, c'est assez rigolo à voir. Donc si vous voulez passer vos sondes, vos boîtes noires, c'est là qu'il faut l'être. Ça tombe bien, c'est là où sont toutes les institutions américaines. Mais c'est curieux. C'est un curieux hasard, dis donc. Oui, mais historiquement, tous les nœuds de communication ont toujours été là, et les sièges des opérateurs télécoms américains ont toujours été là. Sinon, il y a Poutine qui veut combattre ISIS avec des rats connectés. Donc, l'idée, c'est d'entraîner des rats à détecter des explosifs, parce qu'ils ont de bonnes capacités olfactives, et de les connecter ensuite en Bluetooth ou autre, et de les relâcher pour qu'ils essaient de... C'est pas mal, Rasputin. N'empêche que vous rigolez, et si un jour ça marche. Mais il y aura des rats partout. Il y a eu beaucoup de tests faits aussi sur des scarabées, sur des insectes. Écoutez, il vaut mieux pas parler du nombre de rats qu'il y a à Paris. Je fais des buffers verts. Elle est belle la photo. Bon, Zerodium a doublé temporairement les primes pour les vulnérabilités Flash, ce qui est surprenant parce que Flash est voué à mourir. Tor a ouvert un bug bounty qui sera rémunéré par l'Open Technology Foundation. Par contre, j'ai pas trouvé le montant des primes. Et ce sera hébergé par HackerOne. Donc le bug bounty sera hébergé par HackerOne. Comme on le dit souvent, si tu n'as pas scanné Internet avant 40 ans, tu as raté ta vie. Donc là, vous avez MassScan, qui est un outil qui vous permet de scanner Internet. Alors c'était marqué 5 minutes, mais en fait c'est plutôt 6 minutes. Par contre, il vous faut quand même des cartes 10 gigabits Ethernet pour arriver aux 10 millions de paquets par Il y seconde. a un accès Internet aussi. Et un bon accès Internet. Pour Zerodium, en fait, il y a une nouvelle protection qui est mise sur Flash. En fait, c'était le challenge, c'est justement de pouvoir passer toutes les protections. D'accord. Bon. Parce que ce que disait, j'ai un peu oublié, Chouaki Bekra, c'est que c'était temporairement pour motiver les chercheurs. C'est bon? Et alors, ça dit quoi? Comment Volkswagen a triché? Ils ont menti en fait. Et tout le monde les a crus. J'ai un petit acte de reverse sur le firmware de sa voiture, un Allemand, et qui a trouvé non seulement des choses, il y a des choses sur ce paramètre-là. Il montre aussi que les compteurs te montrent plus que les consommateurs ont envie de voir plus que la réalité, mais c'est pour ton bien, c'est pour que il montre un certain nombre de choses. Il a fait une bonne conf au CCC. Il te montre qu'il y a différents profils automatiques, pas automatiques. Le second est plus accessible. Donc en fait, c'était une webcam accessible, enfin un serveur web avec une webcam qui filmait un token RSA pour de l'authentification forte à double facteur. On a déjà présenté, je crois, au cours de l'année ou l'année précédente, le type de caméra. Et alors pour JP, quel est le pire langage de développement pour les applis web? Il y a un site qui référence tous les langages, un certain nombre de tests. Et là, par exemple, c'est le classement pour les tests OWASP. Et on voit que finalement, C++, c'est pas mal, iOS aussi. Et les pires, c'est PHP et ColdFusion. Mais qui fait un site en C? Personne, c'est pour ça que c'est pas si Dans le domaine de défense. Deux sites ont été C'est testés. dans remarqué. Il n'y a pas WebDev. Dans Bah, remarqué, tu as des IHM web écrites en C. Oui, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi verte. Enfin, en termes de niveau de sécurité, c'est ça que j'ai du mal à croire. Injection de commande et de Il y a un monsieur qui fait des articles en ce moment dans les News Magazine sur comment faire des applications web en C++. C'est-à-dire que tu peux exécuter du code, mais il n'y a pas d'XSS et pas d'SQL. Non, par contre, les buffers overflow éventuellement. Ça fait pas partie Si de l'OWASP. c'est pas dans le contrat, Bah, c'est c'est pas grave. pas dans l'OS. C'est pas le top 10 OWASP. Non. Et donc, comme l'année précédente, on vous a fait une espèce de top arbitraire de l'année écoulée. Alors, j'ai volé la phrase à Nicolas, mais donc les solutions de sécurité sont un total échec. J'ai rajouté le total. Donc, les antivirus, on vous en a parlé tout à l'heure, sont bourrés de vulnérabilités, principalement du fait qu'ils incorporent plein de parseurs pour tous les formats de fichiers, parseurs qui ne sont pas exécutés dans un environnement sandboxé, donc exécutés directement dans le noyau, et bourrés de vulnérabilités. De la même manière, certains ajoutent plein d'outils supplémentaires, des composants pour Chrome, enfin des plugins pour Chrome, Firefox, etc. Bourrés de vulnérabilités. Les firewalls sont également bourrés de backdoor. On l'a vu cette année avec Juniper et Cisco. Les appliances de sécurité, on vient de voir FireEye. Je vous renvoie vers cette présentation sur Bluecoat, ce qui est pas mal non plus.
Et SourceFire, on l'a vu le mois précédent aussi, avec une exécution de code à distance au niveau des mises à jour, qui ne vérifiaient pas les certificats des sites web sur lesquels ils allaient chercher les mises à jour. Symantec avec l'affaire des certificats aussi. Donc voilà. Au niveau des constructeurs d'ordinateurs, c'est pas mal non plus. On l'a vu avec les AC Racine de Lenovo et Dell qui incorporaient la clé privée. Samsung qui désactivait Windows Update sur ses ordinateurs. Les routeurs SO, pour une fois on n'en a pas parlé ce mois-ci, mais chaque mois il y a une dizaine de vulnérabilités. C'est vraiment une catastrophe. On a vu aussi pas mal de piratage de grande ampleur. TV5 Monde, on en a beaucoup parlé. Gemalto, Thales, Hacking Team. C'est 40 ou 400 gigas de données qui sont sortis 400. Oui, c'est pour ça que j'ai eu du mal à télécharger. HT Madison. Et quelques belles vulnérabilités. Donc, beaucoup d'évasion de machines virtuelles et exécution de code sur l'hyperviseur cette année. Beaucoup plus que les années précédentes. Bon, Freak sur SSL-TLS. Rohammer qui est assez intéressant. Il n'y a jamais eu de preuve de code sur Rohammer. Il y a une preuve de concept en JavaScript. Oui, même en JavaScript. On l'avait présenté il y a quelques mois. Ouais. Ça, c'était effrayant par contre. Collision MD5, la désanonymisation de Tor réalisée par une université pour le compte du FBI. Aussi, on a vu le retour en force des macros Word et Excel pour exécuter des scripts VB et donc infecter des postes avec des malwares comme Dridex. C'était vraiment très fort, surtout cet été. Bon, aussi, on a vu cette année que nous avions aussi nos propres codes offensifs en France, donc avec la ferme des animaux, Dino, Babar, Casper et Denis. Et surtout, la fin annoncée de Flash, de Silverlight, d'Internet Explorer et de SHA-1, donc annoncée pour l'année 2016. Sachant que Mozilla a fait marche arrière, je crois, sur SHA-1, puisqu'il refusait je crois qu'il refusait les certificats SHA-1 signés après le 1er janvier, et que maintenant ils sont de nouveau acceptés, donc c'est pas si simple. Prochain rendez-vous de l'OSIR, mardi 9 février, et ensuite la JSSI, mardi 8 mars. Je vous en avais parlé au tout début. Bon anniversaire à l'OSIR qui fête cette année ses 20 ans. Ok, aucune réaction. La prochaine réunion, ce sera en banlieue. C'est vrai que comme ça, tu donnes envie. À Neuilly-sur-Seine, au pied du métro pour Neuilly chez HSC. Ne venez pas ici ni à Nubria le mois prochain. Il faudra aller à Neuilly. Et un petit dernier mot. Une très bonne année 2016. Et surtout bon courage à tous au niveau de la sécurité. Sa petite prédiction 2016, l'année des IoT et de leur catastrophe et exploitation. Sachant qu'en ce moment il y a le CES à Las Vegas, donc ils proposent tous les nouveaux produits pour les utilisateurs. Quelques produits, là, le pot de fleurs connecté, le parapluie connecté qui vous alerte s'il pleut. C'est pas une blague. Les armes à feu connectées aussi, Obama aimerait des armes à feu connectées qui valident que celui qui utilise l'arme est vraiment son propriétaire. Il y a Samsung aussi qui a sorti un frigo qui a des webcams, et donc depuis votre smartphone, sur le canapé, vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre frigo, pour pas vous lever pour rien. Et puis le dernier. Et voilà, si vous avez des questions ou des idées d'illustration, n'hésitez pas.